Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Sahara marocain oriental, un hold-up opéré par la France et une lâche trahison par l'Algérie. Voilà pourquoi les Marocains veulent absolument récupérer leur Sahara. À chaque fois qu'on parle du Sahara oriental, l'on se pose une question. Pourquoi le Maroc continue à revendiquer le Touat, le Tidikelt, le Gourara, le Saoura, le Béchar et Tindouf, dont des millions de Marocains parlent comme une terre qui est les leurs, la terre de leurs ancêtres, dont ils se rappellent toujours plusieurs souvenirs. Plus fort encore de nos jours, avec le temps des révélations historiques et des documents juridiques qui ressurgit et comme par enchantement semble reprendre le dessus dans cette affaire du Sahara marocain qui constitue à n'en pas douter le plus grand hold-up du siècle opéré par la France et offert à l'Algérie. Fabriquée de toutes pièces par le pouvoir de Boumedienne, elle a bénéficié notamment de conditions que les marxistes qualifiaient d'objectives, un contexte de la guerre froide qui opposait les deux blocs de l'époque, le bloc occidental d'un côté et le bloc soviétique de l'autre. Il a également été subverti par la littérature et le catéchisme politique des années 60, à l'aune du triomphe relatif du langage socialiste sur lequel l'Algérie et certains États du tiers-monde avaient allègrement surfé, tant et si bien que soutenu par l'Union soviétique de l'époque, ils croyaient investir et coloniser pour de bon le cadre des Nations Unies, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et la 4e commission devenue le théâtre de subterfuges algériens ainsi que d'autres organes. Nous gardons toujours en mémoire cette image grotesque d'un Abdelaziz Bouteflika, considéré à l'époque le plus jeune ministre des Affaires étrangères, qui paradait sur les travées de l'ONU avec un cigare Cohiba au bec, fabulant, ergotant à n'en plus finir sur les thèmes de l'anticolonialisme, la libération des peuples, la glorieuse et révolutionnaire Algérie, sauf qu'au sujet du Sahara marocain dont Boumedienne venait de faire le cheval de bataille de son expansionnisme rampant, il se heurtait lamentablement à plus fort que lui, à plus éloquent et plus déterminé, Ahmed Taïbi Benhima, ministre des Affaires étrangères du Maroc. La 4e commission de l'ONU était à notre corps défendant, transformée en champ clos algérien, une sorte de chambre d'enregistrement des manœuvres de Bouteflika et consorts, noyés dans la propagande d'Alger au nom du tiers-monde. Ni les grandes puissances, ni a fortiori les Nations Unies n'avaient prêté attention à un facteur décisif dans cette affaire, celui du fait que l'Algérie n'existait pas en tant qu'État, constituée et reconnue avant 1962, non plus qu'elle était d'abord une province turque, avant de devenir un département français en 1830, non plus que le Maroc, en accédant à son indépendance en novembre 1955 et mars 1956, avait posé résolument la question aussi bien à la France et à l'Espagne qu'aux Nations Unies de la récupération de ces territoires spoliés du Sahara qui vont de l'Aguira, on dirait à présent de Guergarat aussi, jusqu'aux confins du sud-est incorporant le Tidikil, le Touat, le Souara, le Gourara, Béchar et Tindouf. Tous ces territoires du Sahara central appartiennent au Maroc, de jure et de facto,
concédé arbitrairement et unilatéralement par la France coloniale à l'Algérie en 1962, les archives historiques, les traités, les pièces officielles en témoignent. Ils avaient été arrachés au royaume chérifien du Maroc, sans scrupules, sans accord signé, sans négociation, mais en violation du droit international, avec cette invocation fallacieuse du fait accompli. Ils étaient incorporés dans le grand projet que la France avait lancé et mis en place en 1957 de l'Organisation commune des régions sahariennes. Le lancement de projets géoéconomiques ambitieux avait eu pour première conséquence immédiate d'arracher une partie de leur territoire au Maroc, au Mali et à la Mauritanie, au Niger et à l'Algérie coloniale, dans l'esprit des géniaux stratèges français, habitués à l'époque à travailler sur des cartes, un crayon et un ciseau à la main. Ce projet devait finir par constituer in fine un territoire autonome, voire même un minuscule État voué à fournir à la France pétrole, gaz, fer et sidérurgie, toutes ressources stratégiques à l'époque. Des territoires grignotés, bouffés à droite et à gauche de cet immense espace désertique, la France entendait y faire, selon une suggestion d'Alain Peyrefitte, alors ministre de l'Intérieur, un État indépendant, le Maroc étant en première rangée dans sa profondeur géographique et l'Algérie héritant d'un territoire devenu démesurément gonflé. La responsabilité de la France est évidemment lourde et 60 ans après, les conséquences de sa politique de partage léonien au détriment du royaume du Maroc ne l'atténuent nullement. Les archives coloniales enfuies au centre historique du ministère français de la Défense à Vincennes, consacré à sa présence de plus de 43 ans au Maroc, témoigneraient vite de l'injustice absolue qui a été faite à notre pays. Autrement dit, la partition arbitraire a été entérinée aussi impunément que pouvait l'être une violation par un État fort, la France, contre un pays affaibli, morcelé à la conférence d'Algésiras en 1906 par les impérialistes de toutes sortes, objet ensuite d'agressions commises par les puissances, l'Espagne au nord et au sud de la France, au milieu et sur le littoral. Jamais jusque-là, en effet, l'intégrité territoriale du royaume chérifien n'avait été mise en cause et l'Algérie, fief reculée vers l'ouest de l'Empire ottoman, colonisé par la France en 1830, n'existait pas en tant qu'État, sinon sous forme d'un département français, avec un peuple que le Maroc, fondant ses espoirs unitaires dans sa future émancipation, soutiendra et appuiera dans sa lutte à partir de 1956. Sauf que malheureusement, les germes de la trahison algérienne envers le Maroc existaient déjà dans l'esprit des futurs dirigeants algériens. Ils étaient nombreux à faire le voyage de Rabat, à obtenir de l'aide, en argent, en armes, des rois du Maroc, en l'occurrence Mohammed V et Hassan II. Ils faisaient tous serment de fraternité envers notre pays et ses institutions. Il a été dit ici et là que ceux qui formaient ce qu'on appelait le clan d'Oujda, entre autres Boumediene et Bouteflika, qui y avaient pignon sur rue, se sont en fin de compte révélés être au lendemain de l'indépendance les plus obsessionnellement anti-marocains. L'un et l'autre ont tout simplement enterré la gratitude et la fraternité du peuple du Maroc, comme aussi cette déclaration solennelle de juillet 1961, signée par Farhat Abbas, président du GRPA, à Rabat, avec le roi Hassan II, et reconnaissant clairement les frontières internationales du Maroc.
Membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine OUA en 1961, le Maroc avait rejeté dans la foulée la sinistre théorie dite d'intangibilité des frontières héritées du colonialisme que les résidus de la littérature coloniale entendaient perpétuer, car le Maroc, en accédant à l'indépendance en 1956, avait aussi réclamé avec force le parachèvement de son intégrité territoriale, ensuite déposé une requête aux Nations Unies pour revendiquer ipso facto son territoire du Sud, occupé depuis 1934 par l'Espagne, comme il fera de nouveau en 1962-63, et on défendra bec et ongle le principe de décolonisation devant la fameuse 4e commission des Nations Unies, harcelée et transformée plus tard en chasse gardée par l'Algérie. Or, dès la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, le Maroc n'a cessé de rejeter la clause sur l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme. La communauté mondiale des juristes y faisait écho. En témoigne le texte de Maurice Flory, professeur de droit et de sciences politiques à l'université d'Aix-en-Provence, à l'époque observateur pertinent du dossier du Sahara, qui écrivait « Le territoire est source de contentieux. L'apparition des nouveaux États issus de la décolonisation ne pouvait que multiplier les difficultés en raison du caractère plus souvent artificiel des frontières coloniales. Aussi, l'une des premières initiatives de l'Organisation de l'Unité africaine OUA a-t-elle été le vote d'une recommandation destinée à geler la situation telle qu'elle résulte du découpage colonial afin d'éviter une remise en cause généralisée qui aurait été la source d'un gigantesque et inépuisable contentieux. Il lui était trop beau de croire qu'une recommandation pouvait régler un problème aussi complexe. L'affaire du Sahara occidental en est l'illustration. L'avis de la Cour internationale de justice sur le Sahara occidental le 16 octobre 1975. Ce témoignage, on ne peut plus éloquent, se suffit à lui-même. Il rejoint et résume la position du Royaume du Maroc qui, document et pièce à conviction à l'appui, affirme avec force que le Sahara marocain n'a jamais été terra nullius, et l'avis de la Cour internationale de justice l'a démontré. Des liens juridiques et historiques forts ont toujours existé depuis la nuit des temps avec le Royaume du Maroc, à telle enseigne que la monnaie du territoire était frappée à l'effigie du roi, la prière du vendredi dite en son nom et les actes d'allégeance prêtés régulièrement à son endroit, les gouverneurs et les autorités relevées du pouvoir du roi, qui les nommait Asmara, Dakhla, Tindouf et Bchar. Rien ne viendra modifier ce cours des faits tangibles qui sont à l'histoire du Maroc ce que le souffle est à la vie. Ils sont consubstantiels à sa mémoire éternelle et la colonisation à géométrie variable du Maroc par les impérialistes divers ne fera que renforcer le sentiment nationalitaire de son peuple. Or, une fois la France partie du Maroc après l'avoir dépecé et morcelé jusqu'à la caricature, après que l'Espagne de Franco eut aussi rétrocédé sous la pression de la Marche verte le Sahara, en signant le 14 novembre 1975 l'accord tripartite de Madrid, voilà que l'ambitieux Bourroba, alias Boumedienne, se prit pour le Bismarck de la région, jetant son dévolu sur les frontières de ses voisins, Maroc et Tunisie, grignotant sans vergogne des portions significatives de leur territoire et comble de l'arrogance, reluquant le Sahara marocain.
Les promesses faites au roi Hassan II lors du sommet bilatéral d'Ifrane en janvier 1969 sur les frontières non seulement n'ont jamais été respectées, mais elles se sont transhumées en déclarations de guerre sur fond de cynisme algérien que l'agression de l'armée algérienne contre Amgala est venue confirmer. Le sommet d'Ifrane aura été de ce fait le premier et sans doute le dernier de son genre à avoir abordé le sujet des frontières du sud-est marocain entre les deux pays. Ces frontières, qui n'en ont que le nom, constituent à vrai dire le plus révoltant scandale de l'histoire de la région des années 60. La démonstration est plus que faite explicitement que l'Algérie, de pays colonisé, est devenue la puissance coloniale de la région dans le sillage des puissances françaises et espagnoles. Elle est leur héritière naturelle parce qu'elle n'a de cesse de mettre en œuvre l'expansionnisme le plus abject et le plus pervers. Force est de nous interroger à présent si, comme un impératif catégorique, nécessité n'a pas lieu pour le Maroc de poser les termes d'une revendication sérieuse et opposable à l'Algérie des territoires spoliés que sont entre autres Touat Tidikelt, Gourara, Souara, Béchar et Tindouf, dont la preuve de leur appartenance historique au Maroc est plus que tangible et évidente. 40 millions de Marocains y réfléchissent sérieusement et sont prêts à mourir pour récupérer ces terres. Des milliers de Marocains qui ont le nom de famille Gourari, Touati et autres noms de famille originaires de ces régions de Touat, de Tidikelt, de Gourara, de Saoura et de Béchar et Tindouf gardent encore des documents titrés qui prouvent qu'ils ont des terrains qui leur ont été arrachés. Ces documents titrés le sont au nom du royaume du Maroc, ce qui rend très aberrant qu'ils aient été obligés de quitter le territoire au lendemain du grand hold-up de la France et de la complicité et la lâche trahison de l'Algérie.